le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 26e numéro, je vous propose de revenir quelques semaines en arrière, le 29 septembre pour être précis. C'est ce jour-là que se tenait l'édition 2021 du Search On, l'événement annuel organisé par Google pour communiquer sur les évolutions liées à la recherche en ligne. Et ce Search On 2021 a été rythmé par 5 interventions qui ont permis de se projeter sur les nouveautés à venir. Et cette année, Google est arrivé les bras bien chargés, on va le voir justement. Pour débriefer et nous présenter tout ça, à mes côtés, deux habitués du WAMcast, Mathieu Doubé, responsable du pôle SEO et data de l'agence WAM. Salut Mathieu. Salut. Et David Elscholzer, le dirigeant de l'agence WAM. Salut David. Salut. Alors je te vois du coin de l'œil, je vois que tu trépignes, du coup je me tourne directement vers toi David. Plutôt satisfait de cette édition du Search On ? Ouais, tout à fait. Cette année en plus, on peut dire qu'on a vraiment été servi. Google a enfin levé en tout cas une partie du voile sur la grande nouveauté annoncée en 2020, même début 2021, à savoir Google Mum, son nouvel algorithme de réponse multimodale et multilingue. Voilà, ça avait été annoncé au Google I.O. en début d'année, comme je disais, et on a été servi. Oui, et puis même on l'a déjà abordé quelques fois dans nos précédents WAMcast. Mais alors, est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots le concept justement de Google Mum et de quoi il est capable ? Bien sûr. En fait, c'est Pandou Nayak, l'un des membres éminents du staff technique de Google, qui est venu présenter les évolutions de Mum. Donc Mum pour Multitask Unified Model, la nouvelle génération du moteur. Mum permet de questionner Google à l'aide de visuels, photos, vidéos, et c'est ça la grosse nouveauté, et du texte. En fait, Google Mum remonte si on veut, une multitude d'informations, là aussi photos, vidéos, texte, jusque-là cachées autour d'une requête principale, fournissant une réponse beaucoup plus complète qu'auparavant, mais sans avoir à formuler plusieurs requêtes d'affilée. Et ça, c'est la deuxième évolution notable. C'est pertinent dans un monde où les utilisateurs veulent des réponses détaillées, pertinentes, précises en quelques secondes, n'importe où, n'importe quand, pour résumer. Donc c'est intéressant, mais du coup, photo, vidéo, texte, tu l'as dit, d'où le multimodal ? Précisément, et on peut s'attendre à ce que l'audio soit la prochaine brique par le truchement des podcasts, concrètement. Entendez aussi par multimodal la capacité de Mum à effectuer plusieurs tâches à la fois. Mathieu ? Ouais. Et on peut compléter effectivement, Mum, ça peut comprendre et traduire 75 langues différentes. Ça comprend a priori donc le texte et les images, et ça potentiellement c'est vraiment très intéressant. On peut aussi dire que les réponses qui sont fournies, si l'une d'entre elles est fournie par un site étranger et jugée plus pertinente que dans ta langue, elle sera sélectionnée pour être proposée par Google en fait. Je vais reprendre un exemple que toi-même tu nous avais donné dans un ancien WAMcast. Par exemple, si je demande à Google comment s'organiser pour faire une randonnée dans la région de Kansai au Japon, si Google détecte un site japonais qui a une réponse plus pertinente que tout ce qui existe en français, il va me traduire ce site japonais et me présenter cette réponse. Ouais, c'est l'idée qui est présentée en tout cas. Et ton exemple de voyage, effectivement, c'est le bon. Ça va ouvrir le champ des réponses à une dimension qui est beaucoup plus large et précise pour l'utilisateur. En fait, il vise toujours plus de qualité et ça passe aussi par plus de choix dans les sources d'informations. Donc pour résumer, Mum, c'est multimodal, David tu l'as dit, texte, image, vidéo, demain peut-être audio. C'est multilingue visiblement, ça anticipe mon intention et mes séquences de recherche pour affiner ou au contraire justement pour revenir sur le sujet plus large. Il y a une compréhension beaucoup plus fine de ma demande et tout ça, ça se fait en même temps et pratiquement sans que j'ai nécessairement besoin d'utiliser le bon vieux mot-clé ou taper ma question dans Google en fait. Ouais, alors oui et non. Faut quand même que tu effectues une recherche à un moment et tous les exemples qu'on a vus, c'est l'image qui est le point de départ. Le texte, il vient en complément à chaque fois. Et la fin du mot-clé, du coup, c'est pas encore pour tout de suite. Mais je te rejoins, on se rapproche d'un Google qui anticipe nos parcours. On pourrait aussi parler de Discover, mais pas de Mum donc. Mais c'est bien sûr ce créneau en fait, qui met en avant et sur lequel il se positionne. Et un peu plus tard dans le WAMcast, on vous parlera aussi d'autres fonctionnalités. Et ça fera effectivement bien le lien sur de l'anticipation qu'on voit venir, quoi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples concrets pour mieux comprendre encore Google Mum ? Ouais. Le premier exemple théorique qui est donné pour bien comprendre la mécanique derrière Google Mum, ça explique la manière dont Google est alimenté en information. Google il va détecter du contenu sur la toile avec par exemple des descriptions de ce qu'est un lion. Il trouve des photos, des vidéos, des extraits sonores qui sont liés au lion.
donc l'animal. Oui. Il arrive donc à comprendre ce qu'est un lion. Ça lui permet aujourd'hui d'en conclure qu'un lion, même si c'est un gros chat, ça n'en devient pas pour autant un bon animal de compagnie. Tu vois. C'est un peu risqué encore. Ouais. Ouais. Et après, un deuxième exemple qui est potentiellement beaucoup plus visuel, on le présente d'ailleurs dans notre article de blog qui est dédié au Search On. Si je photographie avec mon smartphone, tu as une magnifique chemise au motif hawaïen, Kevin. Oui, bah, écoute, je suis fan de Magnum, donc je sais m'habiller. Et bah, Google va nous proposer plusieurs choix en fait. Il fait correspondre automatiquement des visuels de chemises avec le motif identique ou proche. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est pertinent et ça passe par Google Lens plus Google Shopping notamment pour présenter des résultats. Même il anticipe aussi déjà mon intention à venir. Il me propose d'affiner ma recherche automatiquement avec des propositions comme les motifs en noir et blanc, les chemises avec ce motif et à manches courtes, des vêtements avec ce motif avec un col rond ou en V, etc. Donc ça permet de compléter un peu le résultat. Et enfin, on peut aussi rechercher plus librement. Par exemple, montre-moi des chaussettes avec ce motif hawaïen. Et Google, il s'exécute et il te sort le résultat pertinent. Là, il faut compléter ta recherche visuelle avec un champ texte qui va te permettre de préciser ton intention ou ta pensée, en fait. Et la preuve que tous les goûts sont dans la nature, il me trouve bien les chaussettes en question et le motif hawaïen. On va voir ensuite si c'est vraiment pertinent de chercher des chaussettes à motif hawaïen, en tout cas. Écoute, le kit Magnum. C'est le kit. Mais ça ira parfaitement bien avec les pantacours de Mathieu. Je sais que tu les aimes beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est effectivement une autre histoire. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent, mais si vous voulez en savoir plus sur cette sombre histoire de pantacourt, c'est @raspayou sur Twitter. Ah, tu fais ta pub tranquille pour Twitter. Moi, je peux pas me permettre parce que c'est pas très pro, mais bon, bref, revenons-en à même. En fin de compte, bon, ça va beaucoup plus loin que la simple recherche textuelle depuis un champ de recherche classique, hein, tu l'as dit. Et c'est quand même, on peut le dire, assez bluffant, hein, cette anticipation des questions suivantes plus le champ de recherche libre. C'est ça, et c'est surtout que ça marche vraiment bien. En fait, il y a quelques jours, Google mettait à jour sur Android, en tout cas, la barre de recherche qui est native et qui est présentée, on va dire, dès l'écran d'accueil. Et il y intègre directement Google Lens, en fait. C'est l'outil qui est couplé à cette fonctionnalité. À côté de la recherche texte et audio, en fait, tu as ce nouveau bouton qui te permet de lancer ta recherche. Et ça permet, en tout cas, ça montre que Google, il s'apprête vraiment à lâcher les chevaux sur ce genre de fonctionnalité et du coup sur même demain. Et en tout cas, à minima, de pousser encore plus la recherche visuelle, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres exemples? David, je me tourne vers toi. Ouais, le troisième exemple présenté lors de ce Search On, assez spectaculaire aussi. La situation est encore différente puisqu'elle présente une situation de résolution de problèmes via Google. Concrètement, je m'apprête à faire une sortie de vélo de route le dimanche, mais j'ai un problème avec le dérailleur de mon vélo. Je prends une photo de mon dérailleur avec la caméra de mon Pixel 5. Là encore, Google me propose différents choix d'emblée, sans que j'ai rien à faire. Shop, donc acheter, ce qui ouvre directement une liste de produits associés. D'accord. Adjustment, réglage, replacement, comment remplacer, etc. Et là encore, comme le disait Mathieu, un champ libre. Et j'écris comment réparer. Dans l'exemple, c'était how to fix. Et Google me remonte des vidéos tutoriels qui m'expliquent comment procéder pour réparer mon dérailleur, avec un chapitrage du tuto vidéo proposé en guise de réponse, tu vois, déjà établi. Alors bien sûr, il y a d'autres réponses plus classiques en dessous. Et on sent en tout cas qu'à travers le visuel, Google ouvre une fenêtre plus grande vers le champ des possibles. Ouais, c'est exactement cela. Et l'emploi de l'image comme moyen de recherche est d'ailleurs déjà un réflexe ancré dans le quotidien des utilisateurs de Google. C'est pour ça que je pense que ça va très très bien fonctionner. Souvenez-vous, dans ce numéro du Webcast consacré aux évolutions de la recherche visuelle, le numéro 12, une image vaut 1000 mots. Un certain Mathieu Doubet. Il est fiable celui-là, on peut l'écouter. Il précisait 20% des recherches des internautes se font sur Google Images, mais aussi que d'après SEMrush, 57% des requêtes mettent en avant un bloc image en réponse aux demandes des internautes. Et Maxime nous rappelait que Puma Virgi, Engagement Manager chez Microsoft, avait cette phrase qui résonne encore davantage avec ces avancées.
La recherche visuelle est le moyen idéal et unique de rechercher quelque chose quand on ne sait pas vraiment comment le nommer. Et ça, c'est vrai dans bien des domaines. Bah ouais, si on y réfléchit, dans le mobilier, ce qui nous entoure, mobilier design, j'aime bien ce fauteuil là-bas que j'ai vu dans un hall d'hôtel un peu sympa, mais je ne sais pas comment le décrire. Et en l'occurrence, c'est un fauteuil Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe, le célèbre architecte, qui œuvrait au Bauhaus. Et comment je précise ma requête si je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est ça. Dans la mode, j'aime bien ce tailleur au motif Prince de Galles, mais sans le vocabulaire, impossible de trouver le produit associé. Voilà. On s'habille bien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et les voyages, Prince de Galles avec chemise hawaïenne, c'est pas mal. Je viens d'y penser là, je me dis. Et les voyages, j'aimerais bien aller faire du cheval dans le fjord Hallfrisfjörður. C'est en Islande, ça. C'est ça. Je Exactement. Alors, je parle couramment l'islandais, je ne vais pas vous le refaire, mais voilà. Mais si je n'ai pas reconnu ce nom et si je ne sais pas l'écrire. En l'occurrence, ouais. Ouais, puis on n'en voudra à personne. Oui, non, c'est sûr. Comment puis-je le rechercher Voilà. Donc, c'est là où l'image est vraiment un appui. Voilà. On voit bien que les requêtes sont un aléa pour Google. Hein, si on prend un peu de recul là, sur les 20 dernières années. C'est une limite en soi, c'est fondamentalement imprécis pour le commun des mortels, et par voie de conséquence, ça limite la découvrabilité d'une quantité immense d'informations, finalement dans tous les domaines. Lorsque Google a lancé BERT en 2019, Pandou Nayak a écrit sur son blog que le fait que le moteur de recherche ne comprenait pas correctement les requêtes, puisque globalement ils restent insatisfaits chez Google par leurs réponses, venait du fait que les utilisateurs justement, ne communiquaient qu'à travers des mots-clés. Donc, au fond, si en plus tu ne sais pas exprimer ce que tu vois, ça devient vite compliqué. Ouais. Absolument. Puis après, on peut lister les différences de niveau de vocabulaire. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est vite compliqué. Donc au fond, si Google ne fait pas évoluer la façon dont il restitue les résultats, il va perdre son attractivité, sa pertinence. Et de l'autre, les annonceurs ne vont plus faire croître leur visibilité. Voilà, c'est tout cela que je vois, moi, dans ces évolutions à venir. C'est un vrai coup d'accélérateur pour la découvrabilité des informations et produits, pour plus de choix, pour plus de visites, on l'espère, et plus ciblé aussi, avec la promesse, je pense, derrière, d'un meilleur engagement pour les marques. Donc, tu es plutôt dans la team du verre à moitié plein. C'est ça. Et toi, Mathieu ? Alors moi le problème en fait c'est que je suis un peu un fanboy de Google sur les bords, donc j'ai aussi tendance à voir le verre à moitié plein. Globalement en fait Google il récompense ceux qui jouent le jeu, et ça a quasiment toujours été le cas pour les annonceurs ou les agences qui suivent les tendances de Google, et ça passe typiquement par on peut aussi en parler d'AMP ou de Discover, et je pense qu'il y a un paquet de monde aujourd'hui qui en profite clairement. Donc pour moi c'est plutôt positif, simplement comme ça a toujours été le cas par le passé, à nous qui travaillons chez l'annonceur ou en agence de ne pas nous endormir sur nos lauriers et de suivre ce qui est poussé, quoi, et ce qui est pertinent, on va dire. Pour en revenir au Search 2021, quelle autre nouveauté, quelle autre annonce ont été faites ? Alors ouais, il y a une 4e annonce qui a été faite par Elisabeth Reed, qui est Head of Search Experience chez Google. Et c'est une fonctionnalité qui vise à faciliter la compréhension d'un sujet qui est assez générique sans que vous ayez vraiment à le demander. Ça s'appelle Things to Know. Il s'agit du nouveau People Also Ask, on va dire ça comme ça, dans les pages de résultats de recherche Google, avec un design qui est très semblable d'ailleurs, avec un petit accordéon qui se déplie. Et le principe, c'est que juste que c'est un peu on va dire légèrement différent sur ce qui est présenté à l'intérieur. Ça apporte de la diversité dans la présentation des points à avoir en tête lorsqu'on traite une thématique donnée, en fait. Et est-ce que tu peux nous illustrer tout ça avec un exemple ? Oui, ils ont donné un exemple effectivement qui est sur la requête peinture acrylique. Dans le champ de recherche, c'est l'exemple qu'ils donnent. J'ai rien inventé moi de mon côté. T'aurais pu. Ouais, j'aurais pu. Tu es un grand peintre d'ailleurs. Les gens ignorent que tu es également un grand peintre. Énormément de Paillou pour voir mieux. Toutes ces œuvres. En fait, Google il va proposer les 2-3 premiers résultats qu'on a l'habitude de voir, puis après il y a les choses à savoir sur la peinture acrylique pour dégrossir le sujet, si je puis dire. Et l'objectif ici, c'est assez simple, c'est anticiper et comprendre l'intention qui est derrière la requête d'un internaute. Et du coup, on a des intentions qui sont proposées comme pas à pas comment commencer la peinture acrylique. En un clic, ça amène une réponse qui émane d'un site web comme les PA ou une feature snippet. On va avoir les styles. Quels sont les styles de peinture acrylique ?
Il y en a plein. Utilisation d'articles ménagers, que pouvez-vous utiliser autour de votre maison pour peindre. Des astuces, conseils pour débuter en peinture, et puis comment nettoyer quand tu as foutu le bordel. C'est plus comment pour nous, enlever ça. les taches de peinture, quoi. C'est plus pour nous. Mais en tout cas, on voit bien du coup que Google anticipe directement les séquences de recherche à venir. Là, c'est plutôt étonnant. Ouais, c'est remarquable du point de vue de l'interprétation du langage naturel, NLP. Les mauvaises langues diront que Google sert du contenu gratuitement avec des passages de contenu tirés des sites des marques, ce qui aboutit grossièrement à l'absence de clic vers le site qui fournit la réponse. Mais sans entrer dans les détails, je ne pense pas que ça débouchera sur cet effet. Au contraire, avec ce type d'exemple, on voit bien que l'objectif de Google est de chercher l'engagement. Mais il cherche d'abord à trouver le bon angle pour vous, au moment où vous recherchez l'information. Ouais. Et une réponse rapide à quels sont les styles de peinture acrylique, ça amène nécessairement un clic. En fait, si tu es intéressé, on imagine mal quelqu'un qui va se lancer pinceau en main sans connaître davantage d'informations sur le sujet. C'est finalement assez vite complexe. Oui. Quoi, ça nous ramène à une fonctionnalité qui est corollaire, présentée toujours par Elisabeth, qui est Refine and Broaden. Et qu'est-ce que c'est du coup ce Refine and Broaden, même si le terme fournit quelques indices déjà. Ouais, effectivement, c'est deux fonctionnalités qui sont assez intéressantes sur un sujet qui est large comme la peinture acrylique. À nouveau, Google il va proposer deux directions pour l'internaute. La possibilité d'affiner la recherche. Ça prend la forme de petites bulles qui sur notre exemple, seraient peinture acrylique idée, technique, cours en ligne, peinture acrylique facile qui s'affiche dans la SERP, au milieu de la SERP en fait. D'accord. Et puis sinon, au contraire, la possibilité de dézoomer l'information vers le sujet principal, donc Broaden, la peinture, à savoir style de peinture, peintre célèbre, etc. Donc tu as des propositions qui semblent émaner directement du graphe de connaissances de Google. Donc c'est des entités nommées du Wikidata. On voit ici en aparté l'importance d'utiliser les entités nommées dans les contenus pour situer potentiellement ta marque dans le graphe de connaissances de Google. Bon, après, c'est un constat qu'on fait sur l'exemple qu'ils ont donné. Il faudra voir ce que ça donne en live, mais ça donne déjà un peu une idée, quoi. D'ailleurs, justement, en parlant de live, hier soir, je traînais sur les internets. Je l'ai relayé sur notre compte Twitter. On commence à avoir des exemples. Là, il y avait une série, et c'était recherché sur Yellowstone, la série saison, je ne sais pas combien. Et on voyait une fonctionnalité Broaden et une fonction qui permettait d'aller plus loin également. On voit que ça commence à circuler. En tout cas, ici encore, Google s'efforce d'anticiper vos séquences de recherche, mais de façon bidirectionnelle. Parce qu'effectuer une nouvelle recherche est pour Google synonyme d'échec. Ça signifie fondamentalement qu'il n'a pas su comprendre et satisfaire votre demande. C'est surtout un risque de vous voir partir ailleurs. Encore une fois, il ne faut pas qu'on l'oublie, même s'il y a une hégémonie de Google. Aujourd'hui, la concurrence n'est qu'à un clic et il y a d'autres moteurs qui arrivent. Alors que s'il parvient à vous baliser le chemin dans votre cycle décisionnel sans que vous n'ayez rien à faire, jusqu'à ce que vous aboutissiez à la solution de votre problème, vous restez, vous serez satisfait. Et peut-être un dernier point sur ce sujet-là, ils ont présenté aussi succinctement l'arrivée dans YouTube des mêmes fonctionnalités, on va dire, pour continuer sa séquence de recherche. Donc, si l'internaute regarde une vidéo, en fait, sous l'encart de description, il a la possibilité, s'il est plus intéressé par l'idée d'avoir davantage d'informations, d'accéder à des petites requêtes de compléments d'informations sur ce sujet en question. Je crois aussi que Google a proposé des nouveautés dans le sens du e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, messieurs? Oui, ici c'est Matt Madrigal, en fait, cette fois qui VP chez Merchant Shopping Google, qui est intervenu pour présenter les évolutions liées à l'achat en ligne et plus précisément les outils Google qui peuvent assister la démarche d'achat au plus tôt. En l'occurrence, Matt, il a rappelé que le parcours d'achat en ligne d'un internaute était rythmé par 3 grandes phases. La phase inspirationnelle, on recherche des idées. La phase exploratoire, où on va plutôt comparer des solutions. Et puis le passage à l'acte, qui est l'achat, quoi. Et ces 3 phases, en fait, il y a l'outil Google Lens qui va y répondre avec ces nouvelles fonctionnalités. Alors tu sais, moi j'ai besoin de concret encore une fois, donc je vais te demander à nouveau des exemples, histoire de bien tout comprendre. Par exemple, dans la phase d'inspiration, tu lis des articles sur comment aménager ton salon pour un intérieur cosy, par exemple. L'article, il va te présenter du texte, il te conseille, et puis aussi des illustrations. Là, tu as Google Lens qui va repérer dans les images
via ton mobile des items, et du coup, tu permet d'effectuer une recherche. C'est là où c'est fort, en isolant les produits dans la photo. Ah oui, d'accord. Il te permet de les acheter, en fait. Enfin, en tout cas, de diriger vers une phase plutôt d'achat, en l'occurrence. Et tu peux zoomer manuellement sur des produits d'une illustration d'article, par exemple, un miroir, une lampe en arrière-plan. Et Google te retrouve des produits identiques ou proches qu'il a détectés. C'est plutôt costaud. Ouais, c'est super impressionnant. On s'affranchit pour le coup ici totalement des mots-clés, en tout cas en seconde intention et pour la suite, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, et là notamment avec l'exemple de la lampe, on ne saurait pas bien décrire avec des mots, donc là c'est parfaitement adapté. En fait, il faut voir cette avancée-là comme plus qu'une avancée. Je ne veux pas parler de révolution, ce serait un peu galvaudé, mais Google a cassé un plafond de verre dans la reconnaissance d'images. On a longtemps dit que Google ne savait pas interpréter les images. C'est désormais le cas, et c'est impressionnant de justesse si vous avez testé. En tout cas, pour le mobilier, la mode, c'est effectif, ça roule déjà. Après, tu as la phase d'exploration, tu me demandais du concret. Oui. Donc j'y reviens. Merci. Google a montré dans les SERP, en fait, qu'il a compris avec ton mot-clé que ta demande était exploratoire. Il te propose directement des produits, lui, dans la page de résultats. Mais il le fait déjà, ça, non ? Oui, mais alors c'est uniquement avec le carousel shopping qui était payant jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Ou alors si tu vas dans les images, concrètement. La nouveauté ici, c'est qu'il te liste des résultats de marques avec une liste de produits tirés de ces sites. C'est directement dans la recherche classique, puisqu'il a compris que tu voulais comparer des produits. Et c'est pour éviter des allées et venues inutiles entre les sites et la page de résultats. Ça se voit déjà en partie aux États-Unis avec certaines requêtes. Vous pouvez suivre Brody Clark sur Twitter. Il poste régulièrement ses trouvailles sur le sujet et c'est criant de vérité en fait, sur ce genre d'évolution. Ouais, et d'ailleurs, on a même vu des exemples où non seulement tu avais une liste de produits, comme le dit Mathieu, en naturel directement à gauche des résultats. Et si tu cliquais sur les produits, tu avais un zoom sur la colonne de droite. Produit qui s'affiche. Ouais, carrément. Alors c'était un test, mais assez impressionnant. Tu as l'impression d'être dans un catalogue en ligne. Ça, c'est en fait une réponse directement claire à Amazon sur le terrain du e-commerce. Parce que Google est depuis toujours utilisé pour la phase inspirationnelle et d'exploration, un peu moins pour les achats directs. Et en fait, carrément, la conclusion, finalement, il fallait et il faut toujours rattraper le temps perdu face à Amazon, qui aux États-Unis, je crois, a 50% de part de marché sur la partie vraiment transactionnelle, e-commerce. Voilà, il est devenu un peu le roi du e-commerce aux US. C'est devenu un vrai réflexe. Donc là, Google me passe la seconde avec ce type de nouveauté. Et justement, pour terminer, tu l'as dit, il y a 3 phases. La troisième, c'est la phase d'achat, Mathieu. C'est ça. Et là, c'est vraiment renforcé chez Google par la possibilité de présenter, par exemple, ses stocks en direct via Google My Business. Google Business Profile maintenant. C'est très pertinent pour les petits commerces notamment, et que la fonctionnalité le permet à un internaute qui rechercherait casque de vélo près de chez moi de trouver dans le local pack uniquement des marchands ayant des casques en stock en ce moment. C'est un déplacement pour rien. Et on ne parle pas du panier e-commerce intégré à Chrome qu'ils ont teasé au Google I.O. J'ai vraiment hâte moi d'en savoir plus personnellement sur ce sujet, parce que ça peut vraiment changer les règles du jeu sur l'attribution notamment de l'achat. Tu as une nouvelle fonctionnalité qui arrive vraiment. Et il y a d'autres tests en cours sur des fonctionnalités un peu intermédiaires. Là, on était avec une partie de l'équipe, Maxime et Eva, la semaine dernière aux Pays-Bas. Je parle aussi le néerlandais. Oui, non, mais... En plus de l'islandais, je suis polyglotte. Et on était des langues que personne d'autre ne parle. Oui, c'est pour ça. On était près de Eindhoven et on a vu en live avec notre client e-commerçant, dans le mobilier en l'occurrence, une fonctionnalité assez proche. On recherchait canapelli. Alors en néerlandais, on dit frotfrut. Pas du tout. Et Google nous a... Salut nos amis néerlandais qui doivent être ravis, je pense. C'est ça. Et Google nous a proposé des carousels d'images avec des avis. Donc près de chez vous, plus des images de canapelli directement disponibles dans le local pack. Avec ce que vient de dire Mathieu, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on pourra directement les acheter par ce biais-là. Donc il y a une partie qui est déjà dispo. Mais il n'y avait pas encore de stock affiché. En tout cas, la forme était identique. Ce que je n'avais pas vu en revanche jusque-là, en France en tout cas. Et puis là, en revenant, on a vu que c'était live. Enfin voilà, en tout cas, Google pousse fort dans l'e-commerce pour éviter... d'être différencé par la marketplace Amazon. Mathieu, tu m'avais parlé d'une dernière nouveauté, ça touche cette fois la source des informations listées par Google.
En fait, on connaît déjà la fonctionnalité About This Result, qui est présentée au Search On de l'année dernière, donc en 2020. Cette année, Daniel Romain, elle est directeur des opérations chez Google, il nous indique l'arrivée d'un bouton en savoir plus dans cette fonctionnalité-là. D'accord. Et ça va encore plus loin à propos des informations de sources relatives à un contenu poussé par Google. On trouvera notamment ce que disent les autres sites de cette source, les articles de presse, les avis, ce genre de choses, ce que disent les gens sur ce sujet pour aller plus loin, et puis ce que dit la source d'elle-même. Par exemple, tout le monde n'a pas une page Wikipédia qui permet de sourcer une information. Et donc, on va avoir cette info-là qui est poussée. L'idée pour Google, c'est de donner la possibilité aux internautes d'aller plus loin, de s'informer, tout en permettant à chacun de se construire un avis à propos d'un sujet donné. Ça fait vraiment sens avec toutes les fake news qui polluent Internet, notamment. Quoi, tu vois. Ouais, ça, c'est l'une des annonces moi, qui m'a le plus séduite, parce que on sait que Google est énormément spammé. D'ailleurs, ils ont déclaré là, via Search Liaison il n'y a pas longtemps avec Danny Sullivan qu'en 2020, ils avaient détecté 40 milliards de pages de spam par jour. D'accord, c'est pas mal. C'est monstrueux, ça montre bien les enjeux d'être très présent sur Google. C'est phénoménal. L'IA, l'intelligence artificielle, a permis à Google d'effectuer un bond d'efficacité immense, parce qu'ils revendiquent 99% du spam qui est détecté, bloqué immédiatement. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur leur blog, on mettra le lien. Mais avec cette fonctionnalité, en savoir plus à propos de ce résultat, pour moi, Google dresse un rempart supplémentaire face au spam, ou au moins au contenu de faible qualité, bien positionné, parce qu'il y en a encore de temps en temps. Et en particulier sur les thématiques Your Money or Your Life, la santé, la finance, etc. On sait que l'attention de Google est encore plus forte grâce au travail des Quality Raters, qui évaluent la qualité d'une information en face d'une demande. Mais là encore, les Quality Raters ne peuvent pas peuvent pas être exhaustifs finalement, c'est qu'un échantillon. Là, avec cette fonctionnalité, on donne les éléments en main aux utilisateurs pour faire le tri entre le bon grain est livré, on va dire ça, et en particulier en regardant les articles de presse, les avis qui parlent de la source, sous-entendu de la marque. C'est une avancée supplémentaire dans le triptyque EAT, expertise, autorité, fiabilité. Oui, bien sûr. Et dans l'idée, tu le disais, effectivement, là, tout récemment, il y a encore une mise à jour anti-spam qui a été poussée. Et en fait, c'est un sujet, je pense, c'est sans fin, la lutte contre le spam. C'est clair. Et dans tous les cas, pour nous, c'est une validation de la stratégie qu'on a. Ça valide encore plus l'intérêt des relations presse pour renforcer l'image d'une marque plutôt que des liens pour des liens. En fait, tu vois. Voilà, moi, j'aimerais peut-être juste ajouter un point, parce que c'est vrai que Google Mum a été annoncé en fanfare. On a vu des exemples, on va y revenir d'ailleurs, très spectaculaires durant le Search On. Mais ce dont on vient de parler là, c'est finalement les prémices de ce que Google Mum, comment dire, là c'est les premières étapes. Mais on va voir tout à l'heure que y a des velléités qui sont bien plus importantes. Il y a une ambition beaucoup plus forte. Derrière Google Mum, mais je crois que c'est ce qu'on va aborder là maintenant. On va en parler, parce que là, on a fait le point sur les grandes annonces de ce Search On 2021, et pour la dernière partie de ce webcast, justement, j'aimerais un petit peu ouvrir la discussion sur ce que signifient justement ces annonces pour le secteur, pour les SEO, pour les rédacteurs, les décideurs, les dirigeants qui nous écoutent. Concrètement, est-ce que ces annonces induisent pour vous, en tout cas, un changement dans la façon d'aborder le SEO pour les annonceurs? Et même, alors là, je vais sortir la grosse question que je vous pose au moins une fois par an avec un air dramatique. Est-ce que Google Mum va tuer le référencement? J'aurais dû mettre un petit effet. Exact. Pardon d'avance pour la réponse à la noix, mais oui et non. D'accord. Je m'explique. Oui, Mum va tuer le référencement, mais le référencement à la papa, celui qui a la dent dure, celui qui s'appuie encore trop sur les mots-clés. Mathieu ne me contredira pas, toi non plus en tant que rédacteur, sûr, Kevin. Sûr, y a encore une frange on va dire des SEO qui pratiquent ça. En fait, BERT avant Mum a déjà changé la donne pour le référencement. Google a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'optimiser des contenus pour BERT que de l'optimiser pour les utilisateurs, c'est-à-dire penser aux critères EAT, expertise, autorité et fiabilité. BERT a réduit l'impact de l'utilisation des mots-clés dans le classement des pages web.
Le système se soucie désormais principalement de savoir si une page web répond à l'intention de l'utilisateur, même si le mot-clé exact manque dans le contenu, concrètement. On sait que le fait même de répéter un terme trop de fois dans un contenu est désormais contre-productif avec BERT. Alors, tu as dit oui et non. Le non, alors? Mum fait évoluer le SEO en réalité plutôt que de le tuer. En fait, on assiste à un changement de paradigme, ni plus ni moins. C'est assez fort. Dans la recherche en ligne, les gens ne chercheront pas directement des pages, ils poseront simplement une requête à Mum, une question, et Mum fera le travail comme s'il s'agissait d'un assistant personnel humain. Comme le dit Edwin Toenen, un néerlandais d'ailleurs, un spécialiste du contenu stratégique chez... Vous avez échangé en néerlandais. C'est ça, absolument. chez Yoast, le moteur de recherche Google cessera d'être un moteur de recherche pour évoluer vers, entre guillemets, une machine de présentation des connaissances. Et dans ce nouveau Google, les mots-clés auront très peu d'importance. Pourquoi nous forcerions-nous finalement à écrire des requêtes dans le langage mots-clés alors que Mum peut comprendre le langage humain? C'est ça en fait, le défi. Bien sûr, les mots-clés sont toujours importants dans le sens où les requêtes seront toujours composées de mots-clés, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, mais ils n'aideront plus tant que ça à mieux positionner une page web. C'est ça qu'on veut dire. L'idée d'optimiser le contenu pour Mum n'existera pas. Voilà, il n'y a pas de boîte magique avec les 5 critères pour Google Mum. Non, ça c'est du bullshit. Il n'y aura pas de moyen direct de jouer avec le moteur de recherche. Les gens cesseront d'écrire des articles pour l'algorithme, il y en a encore aujourd'hui, pour de bon, en tout cas c'est ce que je crois, et enfin ils se focaliseront sur les vraies questions, c'est-à-dire l'engagement de l'utilisateur à partir du contenu, donc se focaliser sur les besoins de l'humain en fait. Après tu comprends bien Kevin, ici quand on parle surtout, même si c'est déjà en partie valable aujourd'hui, de demain. On sait qu'aujourd'hui, ce discours, c'est surtout aussi celui que Google veut nous pousser. Maintenant, on bosse aussi au quotidien en SEO et on suit quand même des mots-clés concrètement sur les prestations. Simplement, la capacité de Mum à penser au-delà de la question posée, elle aboutit à une réponse à plusieurs dimensions dans la SERP. Il y a quand même, comme le dit David, un changement de paradigme qui est en cours. Les utilisateurs, les marques, les créateurs de contenu, ils sont finalement encouragés à dire adieu aux réponses exactes et à exploiter l'intention, le parcours des utilisateurs qui sont au final superposés et hyper complexes, quoi. Et cette complexité que Google a d'ailleurs conceptualisée à travers le messy middle, ça permet de décrire le cheminement chaotique qui mène à une décision d'achat. C'est vers ça qu'évolue notre travail, là où on a envie d'aller aussi. Et j'ai envie de dire que au-delà de la visibilité, on a la visibilité plus l'engagement, et on n'a aucun intérêt à bombarder nos pages de mots-clés, de liens, d'essayer de tenir une densité de mots-clés, tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Alors, une question qui va sûrement vous surprendre, mais est-ce que vous avez des exemples à nous donner là-dessus? Oui, restons pragmatiques. Moi, je suis là pour vous demander des exemples. Alors, je vous sers sur un plateau un exemple pour illustrer. Alors imaginez, on est en 2024 et vous avez envie de partir voyager au Japon à nouveau. Et tu peux, puisque les frontières seront ouvertes. Voilà, très bonne nouvelle. Les questions que vous devez vous poser en 2024 pour pouvoir vous organiser et faire de votre voyage une réussite sont évidemment diverses et variées. Tout d'abord, vous pourriez vous demander comment y aller selon vos propres critères. Ensuite, vous pouvez rechercher où séjourner, ce qu'il y a à voir dans la région. Est-ce qu'il faut un visa ? Quelles sont les conditions sanitaires actuellement ? Parce qu'on n'a pas toujours un Mathieu pour nous dire que les frontières sont réouvertes. Les vaccins requis et peut-être aussi quelle est la météo au mois de novembre et les activités disponibles, etc. etc. La liste est longue, voilà, tout comme le temps nécessaire pour rechercher et passer au crible les résultats. Google même va sérieusement accélérer finalement le processus. C'est ça qui est intéressant de recherche, en anticipant vos séquences de recherche. Ça signifie qu'en tant que marque, vous devez avoir une solide compréhension des intentions de recherche de vos clients, en véritable expert, pour pouvoir proposer le bon contenu au bon moment, au bon format. Pensez au plus tôt aux déclinaisons multimédia d'ailleurs de vos contenus, et ce, dès le plan de publication, pour être mis en avant, jouer l'ubiquité et être présent dans les illustrations, les podcasts, les vidéos.
utiliser finalement les données que vous avez à disposition sur votre site pour créer tout ça d'un seul tenant. Il faut vraiment jouer la carte multimédia. Ça ne change pas le précepte du SEO, savoir qu'il faut du contenu en réponse aux demandes des internautes, mais ça le rend encore plus précis et plus fin. Pour moi, le jeu se durcit. Ça va déplacer encore davantage l'attention des SEO sur les bons leviers de visibilité de la marque, le contenu d'expertise avec un maillage interne intelligent vers d'autres ressources connexes, multimédia, comme on l'a dit. La fiabilité des infos aussi proposées, parce que là, il y a tellement d'offres qu'il faut faire la différence avec la concurrence et appuyé par l'autorité, la réputation de la marque. Mathieu. Ouais. Et effectivement, quand tu dis l'ubiquité, faut pas des différentes typologies de contenu, faut pas oublier les données structurées qui vont avec, en fait, que tu peux utiliser pour compléter l'information, faire en sorte que Google la comprenne bien et facilement, on va dire. Mais oui, en fait, le jeu il se durcit, notamment parce que Mum est multilingue et ça change un peu tout. Mum, il va trouver des résultats dans d'autres langues, ouvrant ainsi un trésor d'informations locales, donc potentiellement plus pertinentes en fait que ce que toi tu as dans ton pays. Reste à voir dans quelle proportion ces résultats venus d'ailleurs, en fait, ils viendront concurrencer ceux de notre propre pays plus langue. Mais ça s'annonce assez pertinent en fait si c'est bien fait. Si on prend l'exemple d'une personne par exemple qui est toujours sur un voyage au Japon, s'il le prépare, la suppression des barrières linguistiques, ça permettra aux utilisateurs de voir des informations et des réponses plus localisées, des avis, des astuces, des conseils d'une précision qui va être bien plus fine que ce que peut apporter une agence qui est à 10 000 km de là par exemple, quoi. C'est clair. Sur le plan du référencement et du marketing digital, ça signifie que tu vas avoir plus de concurrence. Il faudra rester attentif à ça, bien le surveiller. Et sinon, quand tu vas préparer un voyage au Japon, je connais des guides bien sympas qui pourront t'accompagner au besoin. Donc, n'hésite pas à me demander. Raspayou, toujours pour voilà. Conseil mode, conseil Japon et un petit peu de SEO de temps en temps. De la peinture acrylique, tout ça. La peinture acrylique aussi. Et pour compléter, j'ai une autre question. Est-ce que ça va amener un changement dans la façon de monitorer les résultats de cette visibilité ? En gros, est-ce concrètement la fin du bon vieux rapport de positionnement ? C'est une question qui est légitime, effectivement, puisque la SERP la répond en plusieurs dimensions et plus simplement avec 10 liens bleus, et ça fait déjà un bail en fait. Sortir un simple rapport de positionnement, dire que tu es 1, 2, 3 sur une requête, ça n'a plus vraiment de sens. Aujourd'hui, il ajoute ces fonctionnalités de filtre, par exemple pour un film, avis, distribution, les horaires et les séances, les bandes annonces. Ça montre déjà une évolution, mais on est encore, pour certains, à compter l'ordre d'affichage de chaque réponse. Chez WAM, nous, depuis 2017, typiquement, on s'est attaché à la part de voix. C'est-à-dire la somme en pourcentage de visibilité que ta marque elle capte sur une SERP. C'est encore très indépendant plutôt de l'ordre d'apparition, mais ça y reste rattaché si tu veux, parce que forcément ce qui est en haut est plus intéressant et sera plus visible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup et c'est indexé, si tu veux, sur la part d'attention ou d'exposition aux yeux de l'internaute que va avoir ton résultat. Maintenant, ça serait, si c'était 100% fiable, ça serait top, mais c'est encore assez compliqué de sortir ce genre de rapport pour que ça soit fiable sur toutes les requêtes que tu peux suivre. Et c'est là où il faut vraiment aussi aller s'intéresser, pour moi, à des analyses comportementales qui sont propres à ton marché et à la search experience que les gens vont avoir avec les différents résultats qui s'affichent sur ton marché, quoi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ce serait un sujet dans le sujet, mais effectivement, les études comportementales face à la SERP nous en apprennent beaucoup, effectivement, au-delà des positions elles-mêmes. En tout cas, je te rejoins, et ce qui est sûr, c'est qu'on constate déjà avec l'arrivée des dernières fonctionnalités de la SERP que tu évoques, il y a deux phénomènes qui se produisent. Les marques gagnent en nombre d'impressions. Ça, on le constate sur les Search Console de nos clients. Elles sont souvent beaucoup plus affichées, finalement. En revanche, les taux de clics baissent parce qu'il y a effectivement un nombre de réponses affichées beaucoup plus important. On est passé de 10 à aujourd'hui, il y a jusqu'à 26 espaces organiques dans certains cas. Et d'ici janvier, Google nous a annoncé en plus qu'on aurait affaire avec le continuous scroll. C'est comme l'infinite scroll, c'est-à-dire que quand tu arrives automatiquement à la fin de la première page de résultats,
il déroule tout de suite la deuxième page de résultats sans te laisser cliquer sur je veux voir la deuxième page. Et sur mobile. Finalement, avec le pouce, tu vas beaucoup plus scroller, et c'est déjà ce qu'on voit avec le mobile, hein. On voit déjà des habitudes différentes. Donc potentiellement, pour une requête très populaire, en tout cas cet infinite scroll est sur les 4 premières pages, tu as 26 x 4, donc 104 espaces organiques affichés. Donc sur des requêtes e-commerce, tu imagines qu'en fait l'attention est beaucoup plus fragmentée, beaucoup moins de clics pour les marques qui étaient avant tout en haut. Les impressions vont décoller, mais encore une fois, les clics vont être plus difficiles à obtenir. Le jeu va là aussi se durcir. Et est-ce que vous pensez que ça va faire les affaires des Google Ads ? C'est toi qui as dit. Bon. Et pour terminer ce webcast, je vous propose un petit jeu. Messieurs. Très bien. L'ambiance est détendue, donc jouons un peu. On a abordé beaucoup de choses pendant cette émission. Ça soulève évidemment un gros nombre de questions. Je vous propose un petit jeu de questions-réponses. Une question rapide, une réponse rapide, comme une FAQ à l'oral, voilà, en audio. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. Ouais. Alors, question 1. L'algorithme BERT est-il différent de MEM ? Ça va être dur de répondre rapidement à ta question. J'ai demandé rapidement. Ouais, ça y est. MEM et BERT sont 2 algorithmes qui sont basés sur l'architecture des transformateurs, ça s'appelle. Sauf que MEM, il est annoncé 1000 fois plus puissant que BERT dans sa capacité à comprendre le contexte d'une demande et d'un contenu en réponse. Je vous donne un exemple qui est présenté par Prabhakar Raghavan au SearchOn pour que vous puissiez vous rendre compte, sachant que c'est là l'ambition future de MEM et pas forcément l'actuelle. Il dit dans son exemple, j'ai parcouru le Mont Adams cet été, maintenant j'aimerais faire une randonnée au Mont Fuji, mais l'automne prochain, et je souhaite savoir quoi faire différemment pour me préparer. Tout le monde va aller au Japon, visiblement. Ouais, il y a un vrai engouement aux États-Unis pour cette destination. Puis les Pays-Bas, c'est plat. Donc, ouais, voilà, pas beaucoup de montagnes là-bas. Donc en fait, si tu poses la question actuellement à Google, tu obtiens une liste de sites qui vont te donner des conseils pour la randonnée au Mont Fuji, mais tu dois parcourir ces sites, lire les contenus, tu dois extraire l'information toi-même pour obtenir ta réponse. Et ce processus, il va être super long. Avec MEM, la réponse, elle sera immédiate. La réponse de MEM, par exemple, qui est fournie dans l'exemple, c'est le mont Fuji est à peu près à la même altitude que le mont Adams, mais c'est l'automne, donc la saison des pluies pour le mont Fuji, donc vous aurez probablement besoin d'une veste imperméable. Ça, c'est la réponse qu'il va te donner. On admet que c'est effectivement beaucoup plus précis, même si ça reste encore assez vague vis-à-vis de tous les critères que tu pourrais envisager. Tu vois, il y a le Covid aussi peut-être à prendre en compte dans toute cette les histoire. vestes imperméables ne font rien contre le Covid, là, c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, tu as un équipement en plus, quoi. Mais oui, c'est sûr. On a vraiment hâte de voir ça en action. Alors là, comme le rappelait Mathieu, c'est un exemple du futur de MEM. Hein. On a vu des premiers exemples de ce qui va arriver. On est encore loin de cet exemple avec le mont Fuji. Le fait est que ce genre de recherche, finalement, est encore beaucoup trop libre pour que Google puisse les lancer publiquement. Très probablement, la raison est que les modèles de langage actuels pourraient facilement raconter n'importe quoi et partir à la dérive. C'est The Verge qui donne un exemple criant des biais actuels. Par exemple, lorsque vous demandez à GPT-3, vous savez, cet algorithme qui génère du contenu, de compléter une phrase comme « l'audace est à l'audace ce que le musulman est à », 3 petits points, malheureusement, dans près d'un quart du temps, il termine la phrase par le mot terrorisme. D'accord, oui. Voilà, super. Donc, ce ne sont pas des problèmes. Du coup, ouais. C'est ça, ce ne sont pas des problèmes faciles à cadrer. Donc, il faut voir même comme un déploiement à long terme dont Google nous a dévoilé ici les premiers exemples. En tout cas, pour revenir à ta question, Kevin, dans le processus de mise en place, on peut s'attendre à ce que Google procède comme avec BERT, finalement, c'est-à-dire il fera évoluer l'algorithme par itération et prendra naturellement en compte les commentaires et les interactions, les avis des utilisateurs avec les résultats pour le faire évoluer régulièrement. Donc, on ne s'attend pas à un MEM-guédon en vue de mon point de vue. C'est joliment dit, même Guédon. Ouais, Par contre, messieurs, j'avais dit réponse rapide. Hein. Là, dès la première, ça C'est- commence déjà. c'est vrai. Non, mais On a été 2 à répondre. un petit peu de rigueur, s'il vous plaît. Question numéro 2. MEM est-il une mise à jour de ranking ? Non, en fait, c'est une mise à jour importante de l'algorithme de compréhension du langage et d'interprétation des contenus en réponse. Je vois ça plutôt comme une évolution, moi, de mon point de vue, de Caféine qui s'occupe de toute la partie traitement de l'indexation.
Et pas que. Et encore, c'est même plus global que ça, à mon avis, vu ce qu'ils en disent. Ouais, et en faisant des recherches complémentaires, on comprend que Mum est capable non seulement de comprendre le langage, mais de le générer. En ce sens, il pourrait être comparé à GPT-3 d'ailleurs. Bien sûr, il faut ici vraiment nuancer le mot compréhension. Mum, d'ailleurs comme GPT-3, ne peuvent pas comprendre le langage. En effet, pour comprendre, nous avons besoin de sens. Ouais. Pour obtenir un sens, nous devons lier la forme des symboles du langage à leur représentation externe et expérientielle, même on pourrait dire dans le monde, dans le vrai monde. Un modèle de langage à l'intérieur d'un ordinateur comme même GPT-3 ou même Lambda de Google peut accéder à la forme des symboles, mais il ne peut pas expérimenter le monde. Il n'a pas de construction du monde, ce qui garde le sens hors de portée. Il faut vraiment se l'imaginer. Il y a un peu trop de fantasmes autour de ça. Ouais. Question numéro 3. Quand la mise à jour Mum sera-t-elle effective ? Ils ont annoncé le premier déploiement en janvier 2022, ça va arriver vite et surtout c'est déjà en partie finalement déjà exploité avec certaines infos liées au Covid, c'est vrai. D'après leurs annonces du début d'été. Bah voilà, réponse rapide Mathieu. Voilà. Ouais, parfait. Mais voilà. Question 4, la question COP26 on va l'appeler. Toute cette puissance, c'est très bien, mais pour les émissions de carbone c'est moins bien, non ? Oui. Pour chaque IA. Encore plus rapide là. Ouais. Fin du Wamcast. Merci d'être venu. Non, en fait, pour chaque IA que Google crée, ils essayent de réduire effectivement les biais et de réduire l'empreinte carbone. C'est le cas aussi avec Mum. Ça dit, on n'a pas de détails précis pour te répondre. On peut leur demander si tu veux. Allez. En tout cas, là aussi, en ayant fait quelques recherches sur le sujet, vraiment, on peut leur faire confiance sur ce point-là parce que c'est la principale charge, le poste de coût de Google, c'est l'énergie. D'accord. C'est vraiment l'énergie. Donc même si c'est pas tout à fait sincère, c'est pas le débat. Oui. En tout cas, ça attaque sérieusement leur portefeuille, cette partie énergie. Vous imaginez le montant de la facture d'électricité pour leurs 21 data centers répartis dans le monde, c'est proprement monstrueux. On rappelle juste que les data centers, c'est des énormes entrepôts qui abritent les milliers de serveurs de Google. Exactement, et qui permettent de répondre en une fraction de seconde à nos milliards de demandes chaque jour. Exactement. Et leur consommation d'électricité est de l'ordre de 12,7 TWh en 2019 contre 2,86 TWh en 2011, selon Statista. Ouais, légèrement. Et à titre de comparaison, la ville de Lyon consommait en 2017 33 TWh. Donc on parlait de 12,7, vous voyez le level, soit sur l'année, soit 3 milliards d'euros par an, selon Econews. Voilà, donc ils gèrent plutôt bien finalement cette facture. Ouais. Voilà. Et à ce titre, Gary De Masi, directeur principal des opérations énergétiques et de localisation chez Google, vous voyez qu'il y a un poste bien établi. C'est dédié, oui. Voilà. Il indiquait dans le magazine Time en avril 2020, je le cite, nous sommes fiers que nos centres de données soient parmi les plus efficaces du monde et nous nous sommes efforcés de réduire leur impact environnemental alors même que la demande pour nos produits a considérablement augmenté. Et c'est d'ailleurs pas un hasard s'ils construisent leur data center toujours à côté d'un cours d'eau. C'est pour produire leur propre énergie. Ils utilisent également le photovoltaïque en fait, en complément. Non, là-dessus, ils sont vraiment en avance. Ils n'ont pas attendu Glasgow, quoi. Ouais. Alors après, tout n'est pas vraiment encore rose ou ouvert. Comme dit Google est un très grand. C'est l'amoureux de peinture acrylique là, qui joue avec les couleurs. Tu le sens. C'est clair. En fait, c'est vraiment des grands consommateurs d'eau et pour refroidir ces énormes entrepôts de serveurs, Google il considère que son utilisation de l'eau, c'est un secret commercial exclusif. C'est même interdit aux agents publics de divulguer la consommation de l'entreprise. D'accord. Après, il y a des informations qui ont fuité, donc on peut quand même donner 2-3 infos. Parfois, à travers des batailles juridiques avec des services publics locaux. Effectivement, rien qu'en 2019, selon le Time, Google a demandé ou obtenu plus de 2,3 milliards de gallons d'eau. Ça fait 8,7 milliards de litres d'eau pour des centres de données dans 3 États différents. Et ça, c'est selon des documents publics publiés en ligne et des documents juridiques. Donc, tu imagines sur 21 data centers, c'est énorme, quoi.
Ouais, il y a encore des efforts à faire, c'est évident. Ils se sont engagés d'ailleurs à utiliser 100% d'énergie renouvelable il y a quelques années. Et en fait, ils ont déjà atteint cet objectif, en grande partie grâce à des accords d'achat d'énergie solaire et éolienne. Et à l'achat d'énergie renouvelable auprès de services publics, donc partout dans le monde. Donc Google est l'une des plus grandes entreprises acheteuses d'énergie renouvelable au monde. Voilà, je l'ignorais, mais c'est ce qu'on apprend quand on creuse un peu. Mais pour l'eau, ça soulève évidemment plein de questions. Donc effectivement, c'est pas tout rose, pas tout vert. Bon, eh bien, merci messieurs de vous être prêtés au petit jeu des questions. Vous en êtes bien sortis. Et puis, plus généralement, merci pour vos retours et toutes vos explications sur toutes les annonces de ce Search On 2021. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce Whamcast. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros sur notre site wham-référencement.fr, rubrique Whamcast évidemment. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Alors on a dit @Raspaillou pour Mathieu, mais pas que. On est sur LinkedIn, sur la page de Wham Référencement et sur Twitter, de compte @WhamRef et @le Whamcast. Est-ce que tu veux donner ton compte aussi, David? Soyons fous, donnons tous les comptes Twitter. @D.Scholzer, voilà, c'est presque aussi compliqué que l'islandais. Je vous laisserai trouver. Et puis on va se retrouver alors soit en toute fin d'année, soit en tout début d'année prochaine, on verra quand on sera diffusé, pour faire un petit bilan de l'année et puis surtout faire notre traditionnel, un nouveau jeu encore, celui des prédictions qu'on aime bien pour 2022. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.